L'homme bicentenaire. Andrew Martin dit « merci » et prit le siège qu'on lui offrait. Il ne semblait pas désespéré, et pourtant il l'était. En fait, il ne donnait aucune impression car son visage paraissait vide, hormis cette tristesse que l'on s'imaginait voir dans ses yeux. Ses cheveux étaient plats, châtains plutôt fins, et il n'avait pas de barbe, il semblait rasé de près. Ses vêtements étaient tout à fait démodés, mais nets, et le velours grenat y dominait. En face de lui, derrière son bureau, se tenait le chirurgien, et sur la table, la plaque qui l'identifiait comportait toute une série de lettres et de chiffres dont Andrew ne s'embarrassa pas. L'appeler docteur suffirait. « Quand pourra-t-on procéder à l'opération, docteur ?» demanda-t-il. Le chirurgien répondit d'un ton doux, avec cette note éternelle de respect toujours présente quand un robot s'adresse à un être humain. « Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. Comment ou sur qui cette opération doit intervenir ?» Peut-être aurait-on pu voir un air d'intransigeance respectueuse sur le visage du chirurgien. Si toutefois un robot de sa sorte, fait d'acier inoxydable un peu cuivré, pouvait montrer une telle expression, ou n'importe quelle expression. Andrew Martin observa la main droite du robot, sa main coupante, qui reposait tranquillement sur le bureau. Les doigts étaient longs et formaient de ravissantes lignes recourbées, si gracieuses, et si bien en place que l'on pouvait imaginer un scalpel s'adaptant à eux et faisant pour un moment corps avec eux. Il n'y aurait aucune hésitation dans son travail, pas de faux pas, pas de tremblement, pas d'erreur. C'était grâce à la spécialisation, bien sûr, une spécialisation si violemment désirée par l'humanité que peu de robots possédaient encore un cerveau indépendant. Pour un chirurgien, évidemment, c'était indispensable. Et celui-ci, bien que possédant un cerveau, avait des capacités si limitées qu'il n'avait pas reconnu Andrew, n'avait d'ailleurs probablement jamais entendu parler de lui. Andrew demanda « Avez-vous jamais pensé que vous voudriez être un homme ?» Le chirurgien hésita un instant, comme si la question ne coïncidait avec aucun de ses circuits positroniques. « Mais je suis un robot, monsieur. » « Préféreriez-vous être un homme ?»« Je préférerais être un meilleur chirurgien, monsieur. Cela ne serait pas possible si j'étais un homme, seulement si j'étais un robot plus élaboré. Cela ne vous blesse pas que je puisse vous donner des ordres, que je puisse vous faire lever, asseoir, tourner à droite ou à gauche, simplement en vous donnant l'ordre ? J'ai plaisir à vous faire plaisir, monsieur. Si vos ordres étaient contraires à mon fonctionnement à votre égard, ou à l'égard de tout être humain, je ne vous obéirais pas. La première loi qui concerne mon devoir envers la sécurité des hommes prendrait le pas sur la deuxième loi, celle de l'obéissance. Autrement, l'obéissance est mon plaisir. Mais qui dois-je opérer ? Moi, dit Andrew. Alors c'est impossible. C'est une opération manifestement nuisible. Cela ne fait rien, répondit Andrew calmement. Je ne dois pas infliger de dommages, dit le chirurgien. Aux êtres humains, dit Andrew, mais moi aussi, je suis un robot. Andrew avait tout à fait l'apparence d'un robot en sortant de l'usine. Il avait tout autant l'air d'un robot que n'importe quel autre robot, sobrement dessiné et fonctionnel. Il s'était montré tout à fait efficace dans la maison où on l'avait placé, à cette époque où les robots domestiques, et les robots en tout genre sur la Terre, étaient des exceptions. Il y avait 4 personnes à la maison. Monsieur, Madame, Mademoiselle et la petite mademoiselle. Il connaissait leurs noms, bien sûr, mais il ne les employait jamais. Monsieur s'appelait Gérald Martin. Son propre numéro de série était NDR. Il avait oublié les numéros. C'était loin, bien sûr. Mais s'il avait voulu les retrouver, il l'aurait pu. Il ne pouvait pas les oublier vraiment. Il ne désirait pas se les rappeler. La petite mademoiselle avait été la première à l'appeler Andrew, car elle n'arrivait pas à dire les lettres, et les autres avaient fait de même. La petite mademoiselle. Elle avait vécu 90 ans et était morte depuis longtemps. Une fois, il avait essayé de l'appeler Madame, mais elle le lui avait interdit. Elle était restée la petite mademoiselle,
jusqu'à son dernier jour. La fonction d'Andrew était de servir de valet, de maître d'hôtel et de femme de chambre. C'était une époque expérimentale pour lui et pour tous les robots, partout sauf dans l'industrie, dans les techniques d'exploitation et dans les stations spatiales. Les Martin l'aimaient bien, et la moitié du temps il ne pouvait pas faire son travail, parce que mademoiselle et la petite mademoiselle voulaient jouer avec lui. Ce fut mademoiselle qui comprit la première comment on pouvait arranger les choses. Elle dit « Nous t'ordonnons de jouer avec nous, et tu dois obéir aux ordres. » Andrew répondit « Je suis désolé, mademoiselle, mais un ordre précédent donné par monsieur a certainement plus d'importance. Papa a seulement dit qu'il espérait que tu ferais le ménage. Ce n'est pas vraiment un ordre. Moi, je t'ordonne. » Monsieur n'y voyait pas d'inconvénient. Monsieur adorait mademoiselle, et la petite mademoiselle, plus même que ne le faisait madame. Et Andrew aussi les aimait bien. Au moins, l'effet qu'elles avaient sur ses actes était le résultat de l'affection, aurait-on dit pour un être humain. Andrew appelait cela de l'affection, car il ne connaissait aucun autre mot pour le désigner. Ce fut pour la petite mademoiselle qu'Andrew sculpta un pendentif de bois. Elle lui avait donné l'ordre. En effet, mademoiselle avait reçu pour son anniversaire un pendentif en ivoire travaillé, et la petite mademoiselle en prenait ombrage. Elle n'avait qu'un morceau de bois, qu'elle donna à Andrew avec un petit couteau de cuisine. Il le fit rapidement, et la petite mademoiselle s'écria « Ah, c'est vraiment joli, Andrew, je vais le montrer à papa !» Monsieur ne voulait pas le croire. « Où as-tu trouvé cela, Mandy ?» C'est ainsi qu'il appelait la petite mademoiselle. Quand la petite mademoiselle lui affirma qu'elle avait dit la vérité, il se tourna vers Andrew. « Est-ce toi qui as fait cela, Andrew ?»« Oui, monsieur. »« Le dessin aussi ?»« Oui, monsieur. »« Sur quoi as-tu copié le dessin ?»« Sur une figure géométrique, monsieur. Elle s'accorde bien avec le grain du bois. » Le lendemain, monsieur lui apporta un autre morceau de bois et un vibro-couteau électrique. Il dit « Fais quelque chose avec cela, Andrew, ce que tu veux. » C'est ce que fit Andrew sous le regard de monsieur. Monsieur observa l'objet un long moment. Après cela, Andrew ne servit plus à table. On lui ordonna de lire des livres sur le dessin des meubles, et il apprit à faire des armoires et des bureaux. Monsieur déclara « Ce sont des objets étonnants, Andrew. » Andrew répondit « Cela me fait plaisir de les fabriquer, monsieur. »« Plaisir ?» Cela facilite la circulation des circuits de mon cerveau. Je vous ai entendu utiliser le mot « plaisir » dans des cas qui correspondent à ce que je ressens. Cela me fait plaisir de les fabriquer, monsieur. Gérald Martin emmena Andrew au bureau régional de la société US Robot. En tant que membre du corps législatif régional, il n'eut aucun mal à obtenir un rendez-vous avec le robot psychologue en chef. D'ailleurs, c'était uniquement en tant que membre du corps législatif régional qu'il avait demandé à être propriétaire d'un robot, à cette époque où les robots étaient si rares. Andrew ne comprit rien de ce qui se passa ce jour-là, mais plus tard, quand il eut acquis plus de connaissances, il put revoir cette ancienne scène et la comprendre parfaitement. Le robot psychologue, Merton Mansky, écouta, et son visage se renfrogna petit à petit. À plusieurs reprises, il réussit à arrêter à temps ses doigts avant qu'il ne tambourine sur la table. Ses traits étaient tirés et son front ridé, et à le regarder, on pensait qu'il devait être plus jeune qu'il ne le paraissait. Il déclara « La science des robots n'est pas une science exacte, monsieur Martin. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail, mais les calculs mathématiques qui régissent le tracé des circuits positroniques sont bien trop complexes pour donner autre chose que des solutions approximatives. Bien sûr, étant donné que nous construisons tout autour des 3 lois, celles-ci sont incontournables. Nous allons évidemment remplacer votre robot. » « Pas du tout, » intervint monsieur. « Il n'est pas question de manquement de sa part. Il effectue parfaitement son travail. Ce qui est important, c'est qu'en plus, il sculpte le bois d'une façon remarquable, et jamais 2 fois de la même façon. Il produit des œuvres d'art. » Mansky avait l'air embarrassé. « Bizarre. Bien sûr, nous expérimentons maintenant des circuits généraux. Vraiment créatifs, vous croyez ? Voyez vous-même. » Monsieur lui tendit une petite sphère de bois, sur laquelle on voyait une scène de jeu,
dans laquelle les garçons et les filles étaient presque trop petits pour qu'on les distingue. Toutefois, les proportions étaient parfaites, et ils s'accordaient si bien au grain que ce grain lui-même semblait avoir été sculpté. Monsky s'écria « C'est vraiment lui qui a fait cela ?» Il rendit l'objet et secoua la tête. « C'est un coup de chance, quelque chose dans les circuits. »« Pouvez-vous le refaire ?»« Probablement pas, on ne m'a jamais encore parlé d'un cas pareil. »« Bon, cela m'est complètement égal qu'Andrew soit le seul. Je suppose que la société aimerait que vous nous rendiez votre robot pour que nous l'étudions. » Monsieur dit d'une voix soudain cassante. « Certainement pas, n'y comptez pas. » Il se tourna vers Andrew. « Rentrons maintenant, Andrew. »« Comme vous voudrez, monsieur, » répondit Andrew. Mademoiselle sortait avec des garçons, et n'était pas souvent à la maison. C'était la petite mademoiselle, pas si petite que cela d'ailleurs, qui remplissait la vie d'Andrew maintenant. Elle n'avait jamais oublié que sa toute première sculpture de bois, il l'avait faite pour elle. Elle la portait au cou, à une chaîne d'argent. Ce fut elle qui s'opposa la première à l'habitude qu'avait monsieur de donner les objets. Elle dit « Allons, papa, si quelqu'un en veut, qu'il le paie. Cela le mérite. » Monsieur remarqua « Cette avidité ne te ressemble pas, Mandy. »« Ce ne serait pas pour nous, papa, pour l'artiste. » Andrew n'avait jamais entendu ce mot auparavant, et dès qu'il eut un moment, il le chercha dans le dictionnaire. Puis ils rendirent une autre visite, à l'avocat de monsieur cette fois. Monsieur lui demanda « Que pensez-vous de cela, John ?» L'avocat s'appelait John Feingold. Il avait les cheveux blancs et le ventre rond. Les bords de ses lentilles de contact étaient teints en vert. Il regarda la petite plaque que monsieur lui avait donnée. « C'est très beau, mais j'en ai entendu parler, c'est une sculpture faite par un robot. Celui qui vous accompagne ?»« Oui, c'est Andrew qui l'ait fait. N'est-ce pas, Andrew ?»« Oui, monsieur, » dit Andrew. « Combien donneriez-vous pour cet objet, John ?» demanda monsieur. « Je ne sais pas, je ne suis pas collectionneur d'objets de ce genre. » Figurez-vous qu'on m'en a offert 250 $. Andrew a fabriqué des chaises qui ont été vendues 500 $. Le travail d'Andrew a rapporté 200 000 $ qui sont placés à la banque. « Eh bien, il fait votre fortune, Gérald !»« Pas complètement, » répondit monsieur. « La moitié de cette somme est sur un compte au nom d'Andrew Martin. »« Le robot ?»« Oui, c'est ça. Je voulais savoir si c'était légal. »« Légal ?» La chaise de Feingold craqua quand il s'y adossa. « Il n'y a aucun précédent, Gérald. Comment votre robot a-t-il pu signer le papier nécessaire ?»« Il peut signer son nom. Et je leur ai apporté la signature. Je ne l'ai pas emmené à la banque. Dois-je faire quelque chose d'autre ?»« Feingold leva les yeux au plafond pendant un moment, puis il dit « Nous pouvons placer un administrateur qui gérera toutes les sommes en son nom et qui le protégera du monde hostile. Cela suffira, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Personne ne nous a fait d'obstacle jusqu'ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est à lui d'attenter un procès. Et s'il y a un procès, vous chargerez-vous de l'affaire ? Contre des honoraires, bien sûr. Combien ? Quelque chose dans ce genre, dit Feingold en désignant la plaque de bois. C'est équitable, dit monsieur. Feingold se tourna vers le robot avec un petit rire et lui demanda « Andrew, es-tu content d'avoir de l'argent ?»« Oui, monsieur. »« Et qu'a-t-il l'intention d'en faire ?»« Je paierai des choses que sans cela, monsieur devrait payer, monsieur. Cela lui évitera des dépenses, monsieur. » Les occasions vinrent vite, les réparations coûtaient cher, et les révisions encore plus. Avec les années, on avait construit de nouveaux modèles de robots, et monsieur tenait à ce qu'Andrew profite de toutes les améliorations possibles, jusqu'à ce qu'il devienne un modèle de perfection métallique. Tout était aux frais d'Andrew. Andrew y tenait tout particulièrement. Toutefois, on ne touchait jamais à ces circuits positroniques. Monsieur y tenait tout particulièrement. « Les nouveaux sont moins bien, Andrew, » disait-il. « Les nouveaux robots sont sans intérêt. La société fait maintenant des circuits plus précis, plus perfectionnés, plus spécialisés. Les nouveaux robots n'ont pas d'imagination. Ils effectuent la tâche pour laquelle on les a fabriqués et ne s'en écartent jamais. C'est toi que je préfère. »« Merci, monsieur. »« Et c'est ce que tu fabriques, Andrew, ne l'oublie jamais.
Je suis persuadé que Mansky a arrêté la fabrication des circuits non spécialisés dès qu'il t'a vu. Il ne supportait pas l'imprévisibilité. Sais-tu combien de fois il m'a demandé de t'envoyer à lui pour qu'il puisse t'étudier ? 9 fois. Mais j'ai toujours refusé. Et maintenant qu'il a pris sa retraite, nous allons peut-être être tranquilles. Les cheveux de monsieur commençaient à se raréfier et à blanchir, et son visage était plus marqué, tandis qu'Andrew semblait en meilleure forme que quand il était arrivé dans la maison. Madame était partie quelque part en Europe, avec un groupe d'artistes, et mademoiselle était poète et vivait à New York. Elles écrivaient parfois, mais pas très souvent. La petite mademoiselle s'était mariée et habitait tout près. Elle disait qu'elle ne voulait pas quitter Andrew, et quand elle eut un fils, le petit monsieur, elle laissa Andrew lui donner son biberon. À la naissance de ce petit-fils, Andrew considéra que monsieur avait maintenant quelqu'un pour remplacer ceux qui étaient partis. Il pouvait à présent lui demander une faveur. Andrew dit « Monsieur, je vous remercie de m'avoir permis de dépenser mon argent à ma guise. » « C'était ton argent, Andrew. »« Seulement parce que vous l'avez voulu, monsieur. Je ne crois pas que la loi vous aurait empêché de tout garder. »« La loi ne me persuadera jamais de faire quelque chose de mal, Andrew. » « Malgré mes dépenses et mes impôts, monsieur, je possède presque 600 000 $. Je le sais, Andrew. Je voudrais vous les donner, monsieur. Je n'en veux pas, Andrew. En échange de quelque chose que vous pouvez me donner, monsieur. Ah, et quoi, Andrew? Ma liberté, monsieur. Je voudrais acheter ma liberté, monsieur. C'était embarrassant. Monsieur était devenu tout rouge et s'était écrié « Seigneur !» puis avait tourné les talons et était parti à grands pas. Ce fut la petite mademoiselle qui le ramena, d'un air provoquant et sévère, et devant Andrew. Depuis 30 ans, tout le monde parlait devant Andrew, que le sujet le regarde ou non. Ce n'était qu'un robot. Elle dit « Papa, pourquoi le prends-tu comme un affront personnel ? Il restera ici. Il te sera toujours fidèle. Il ne peut pas faire autrement. Il est fabriqué pour cela. Tout ce qu'il veut tient en quelques mots. Il veut qu'on le dise libre. Est-ce si terrible ? Ne l'a-t-il pas mérité ? Seigneur, mais nous en parlons depuis des années. Comment ? Vous en parlez depuis des années ? Oui, et il n'a jamais cessé de reculer sa demande, de peur de te faire de la peine. C'est moi qui lui ai dit de te parler. Il ne sait pas ce qu'est la liberté, ce n'est qu'un robot. Papa, tu ne le connais pas. Il a lu tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. Je ne sais pas ce qu'il ressent profondément, mais je ne sais pas non plus ce que toi tu ressens profondément. Quand on lui parle, on peut constater qu'il réagit comme toi et moi, à des abstractions différentes. Que faut-il de plus ? Si les réactions de quelqu'un sont les mêmes que les tiennes, que peux-tu demander de plus ? La justice ne le prendra pas comme cela, dit monsieur, furieux. Viens ici, toi. Il se tourna vers Andrew et lui dit d'une voix cinglante. Je ne peux pas te libérer autrement que légalement. Et si l'affaire va devant les tribunaux, non seulement tu n'obtiendras pas ta liberté, mais en plus, le tribunal sera au courant de ton argent. Ils te diront qu'un robot n'a pas le droit de gagner de l'argent. Crois-tu que cette toquade vaut la peine de ton argent ? La liberté n'a pas de prix, monsieur, répondit Andrew. Même si je n'ai qu'une chance, cela vaut la peine. La Cour penserait peut-être que la liberté n'a pas de prix, et déciderait alors qu'à aucun prix, un robot ne pourrait acheter sa liberté. La déclaration du procureur général qui représentait ceux qui intentaient un procès pour s'opposer à la libération fut celle-ci. Le mot liberté n'a aucun sens quand il s'agit d'un robot. Seul un être humain peut être libre. Il le redit plusieurs fois, au bon moment, lentement, en rythmant ses paroles de la main sur le bureau devant lui. La petite mademoiselle demanda à témoigner en la faveur d'Andrew. On l'appela par son nom entier, qu'Andrew n'avait jamais entendu auparavant. Amanda Laura Martin Charmey, à la barre. Elle répondit. Merci, votre honneur. Je ne suis pas avocat, et je ne sais pas bien présenter les choses, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire sans faire attention aux mots. Essayons de comprendre ce que cela signifie pour Andrew d'être libre. D'une certaine façon, il l'est déjà.
Cela doit bien faire 20 ans que personne dans ma famille ne lui a donné d'ordre contraire à ce qu'il aurait exécuté de lui-même. Mais nous pouvons, si nous le voulons, lui donner n'importe quel ordre de la façon la plus désagréable, car il est une machine et il nous appartient. Pourquoi le ferions-nous, alors qu'il nous a servi si longtemps, si fidèlement, et nous a fait gagner tant d'argent? Il ne nous doit rien de plus. La dette est de notre côté. Même si, légalement, on nous interdisait de placer Andrew dans un état d'esclavage involontaire, il nous servirait toujours volontairement. Le rendre libre n'est qu'une histoire de mots, mais pour lui cela a une très grande importance. Ce serait tout pour lui, et cela ne nous coûterait rien. Un instant, le juge sembla réprimer un sourire. « Je comprends votre position, Madame Charmey. Le problème est qu'il n'existe aucune loi pour régir ce problème, ni aucun précédent. Mais d'un autre côté, il existe l'idée évidente que seul un homme peut être libre. Je peux édicter ici une nouvelle loi, passible d'annulation dans une cour supérieure, mais je ne peux pas, d'un cœur léger, passer par-dessus cette idée. Laissez-moi parler au robot. Andrew ? Oui, votre honneur. C'était la première fois qu'Andrew parlait au procès, et le juge sembla un instant étonné par le timbre humain de sa voix. Il lui demanda « Pourquoi veux-tu être libre, Andrew? En quoi cela t'importe-t-il » Andrew répondit « Voudriez-vous être un esclave, votre honneur ?»« Mais tu n'es pas un esclave. Tu es un excellent robot, un robot génial d'après ce que j'ai entendu, un robot capable d'expression artistique incomparable. Que pourrais-tu faire de plus si tu étais libre ?»« Peut-être rien de plus que maintenant, mais je le ferai avec plus de joie. On a dit dans ce tribunal que seul un être humain peut être libre. Moi, il me semble que seul quelqu'un qui désire la liberté peut être libre. Je désire la liberté. » Ce fut cela qui convainquit le juge. La phrase capitale de son verdict fut « Il n'y a aucune raison de refuser la liberté à un objet qui possède un cerveau assez développé pour saisir le concept et souhaiter la condition. » Puis la Cour suprême confirma le verdict. Monsieur demeurait mécontent, et sa voix dure faisait à Andrew le même effet qu'un court-circuit. « Je ne veux pas de ton foutu argent, Andrew. Mais je vais le prendre, parce que autrement tu ne te sentirais pas libre. À partir de maintenant, tu peux choisir ce que tu veux faire, et le faire comme tu veux. Je ne te donnerai aucun ordre. Si ce n'est celui-ci, fais ce que tu veux. Mais je suis toujours responsable de toi. Cela fait partie du jugement, j'espère que tu le comprends. » La petite mademoiselle l'interrompit. « Ne sois pas désagréable, papa. La responsabilité ne sera pas bien lourde. Tu sais très bien que tu n'as pas à t'en faire. Les 3 lois font toujours leur effet. »« Alors en quoi est-il libre ?» Andrew intervint. « Les hommes ne sont-ils pas régis par leurs lois, monsieur ?» Monsieur répondit. « Je n'ai aucune envie de discuter. » Il s'en alla, et Andrew ne le vit plus que de loin. La petite mademoiselle venait le voir souvent dans la petite maison qu'on lui avait fait construire. Elle ne possédait pas de cuisine, bien sûr, ni de salle de bain. Elle n'avait que 2 pièces. L'une était la bibliothèque, et l'autre, moitié bureau, moitié débarras. Andrew acceptait beaucoup de travaux, et travaillait beaucoup plus maintenant qu'il était un robot libre, pour finir de payer la maison et la faire transférer légalement à son nom. Un jour, le petit monsieur vint. Non, Georges. Le petit monsieur avait beaucoup insisté là-dessus, après la décision de la cour. « Un robot libre n'appelle pas quelqu'un petit monsieur, » avait dit Georges. « Je t'appelle Andrew, tu dois m'appeler Georges. » C'était dit comme un ordre. Andrew l'appela donc Georges. Mais la petite mademoiselle resta la petite mademoiselle. Le jour où Georges vint seul, c'était pour lui dire que monsieur était mourant. La petite mademoiselle était à son chevet, mais monsieur demandait Andrew. La voix de monsieur était ferme, mais il paraissait presque incapable de bouger. Il s'efforça de lever la main. « Andrew, dit-il, Andrew, ne m'aide pas, Georges. Je ne suis pas infirme, je ne suis que mourant. Andrew,
Je suis heureux que tu sois libre. Je voulais te le dire. » Andrew ignorait quoi répondre. Il n'avait jamais assisté à la mort de quelqu'un, mais il savait que c'était la façon dont les humains cessaient de fonctionner. C'était une opération définitive et involontaire, et Andrew ne savait pas ce qu'il convenait de dire en une telle occasion. Il ne pouvait que rester debout, sans un mot et sans un mouvement. Quand tout fut fini, la petite mademoiselle lui dit « Peut-être t'a-t-il semblé désagréable ce dernier temps, mais tu sais, il était vieux, et cela l'a blessé que tu veuilles être libre. » Alors, Andrew trouva les mots qu'il fallait dire. Il répondit « Je n'aurais jamais pu être libre sans lui, petite mademoiselle. » Ce ne fut qu'après la mort de monsieur qu'Andrew se mit à porter des vêtements. Il commença par un vieux pantalon que George lui avait donné. George était marié maintenant. Il exerçait la profession d'avocat. Il était entré dans le cabinet de Feingold. Le vieux Feingold était mort depuis longtemps, mais sa fille avait pris la succession et finalement le nom du cabinet fut Feingold et Martin. Le nom resta le même quand la fille prit sa retraite sans être remplacée par un Feingold. Lorsqu'Andrew commença à mettre des vêtements, on venait juste d'ajouter le nom de Martin au cabinet. George avait essayé de ne pas sourire quand Andrew avait mis le pantalon pour la première fois, mais pour Andrew, le sourire était tout à fait évident. George montra à Andrew comment il devait se servir de la charge statique pour que le pantalon s'ouvre, lui couvre le bas du corps et se ferme. Il lui fit la démonstration sur son propre pantalon, mais Andrew savait bien qu'il lui faudrait du temps pour assimiler ce mouvement. George demanda « Mais pourquoi veux-tu un pantalon, Andrew ? Ton corps possède une esthétique fonctionnelle. C'est dommage de le cacher. Surtout que tu n'as pas à te soucier de la température ou de la pudeur. Et puis, ça ne s'adapte pas vraiment bien au métal. » Andrew demanda « Les corps humains ne possèdent-ils pas aussi une esthétique fonctionnelle, George ? Et pourtant, vous vous couvrez ? » ?»« À cause de la température, de l'hygiène, pour nous protéger et nous parer. Tout cela ne te concerne pas, toi. » Andrew répondit « Je me sens tout nu sans vêtements. Je me sens vraiment différent, George. » »« Différent, Andrew. Il existe des millions de robots sur la Terre maintenant. Dans cette région, d'après le dernier recensement, il y en a presque autant que d'hommes. »« Je sais, George. Il existe des robots faisant tous les travaux imaginables. Et aucun d'entre eux ne porte de vêtements. Mais aucun d'entre eux n'est libre, George. » Petit à petit, Andrew augmenta sa garde-robe. Mais il était gêné par le sourire de George et par le regard des gens qui lui confiaient du travail. Il était libre, c'était certain, mais il possédait en lui un programme très précis qui régissait son comportement vis-à-vis des hommes, et il n'osait progresser que peu à peu. Une désapprobation manifeste lui ferait perdre le bénéfice de plusieurs mois. Mais tout le monde n'acceptait pas le fait qu'il soit libre. Il ne pouvait pas s'en offenser, et pourtant quand il y pensait, le flux de ses circuits s'en ressentait. Il évitait par-dessus tout de mettre des vêtements, ou trop de vêtements, quand il attendait la visite de la petite mademoiselle. Elle était vieille maintenant, et passait de longues périodes dans des pays plus chauds, mais à son retour, la première chose qu'elle faisait était de lui rendre visite. Lors d'un de ses retours, George dit à Andrew d'une voix furieuse « Elle m'a eu, Andrew. Je vais me présenter aux élections législatives l'année prochaine. Tel grand-père, tel petit-fils, dit-elle. » « Tel grand-père ?» Andrew s'arrêta, hésitant. « Je veux dire que moi, George, le petit-fils, je serai comme monsieur, le grand-père, qui faisait partie du corps législatif autrefois. » Andrew répondit « Ce serait bien, George, si monsieur était encore... » Il s'arrêta, car il ne voulait pas dire « en état de marche ». Cela lui semblait déplacé. « Vivant ?» dit George. « Oui, moi aussi je pense à ce vieux monstre de temps en temps. » Andrew réfléchit à cette conversation. Il avait remarqué qu'il avait des difficultés pour parler avec George. Le langage avait quelque peu changé depuis la fabrication d'Andrew et de son vocabulaire. Puis aussi, George avait un langage beaucoup plus familier que monsieur ou que la petite mademoiselle. Pourquoi, autrement, aurait-il appelé monsieur monstre, alors que de toute évidence le mot ne collait pas? Andrew ne pouvait pas trouver la solution dans ses livres. Ils étaient vieux, et la plupart portaient sur la sculpture du bois, les arts,
les dessins de meubles. Il n'en possédait pas sur le langage, pas sur le comportement des êtres humains. Il pensa alors qu'il devait chercher les livres adéquats. Et comme il était un robot libre, il considéra qu'il ne devait pas le demander à Georges. Il irait à la bibliothèque de la ville. C'était une décision fantastique, et il sentit son potentiel électrique augmenter nettement à tel point qu'il dut utiliser une bobine d'impédance. Il s'habilla complètement et mit même une chaîne d'épaule en bois. Il aurait préféré le plastique, mais Georges avait dit que le bois était beaucoup mieux et que le cèdre poli avait beaucoup plus de valeur. Il s'était éloigné de 300 mètres de la maison quand il ressentit une résistance de plus en plus grande et dut s'arrêter. Il débrancha la bobine d'impédance, mais comme cela ne faisait aucun effet, il rentra chez lui, prit une feuille de papier, y inscrivit nettement « Je suis allé à la bibliothèque » et la plaça bien en vue sur son bureau. Andrew n'était jamais allé à la bibliothèque. Il avait étudié le plan. Il connaissait le chemin, mais pas l'apparence du chemin. Les indications qu'il voyait sur la route ne ressemblaient pas à celles qu'il avait vues sur le plan, et il hésitait. Finalement, il pensa qu'il s'était trompé, car tout semblait bizarre. Il croisa un robot des champs, mais quand il décida qu'il ferait mieux de demander son chemin, il n'y avait plus personne en vue. Un véhicule passa, mais ne s'arrêta pas. Il se tenait debout, indécis, tranquillement immobile, quand il vit deux hommes s'avancer à travers un champ. Il se tourna vers eux, et ils modifièrent leur itinéraire pour aller vers lui. Juste avant, ils parlaient fort. Il avait entendu leur voix. Mais maintenant, ils étaient silencieux. Ils avaient un air qu'Andrew interpréta comme un air incertain. Ils étaient jeunes, mais pas très jeunes, peut-être 20 ans. Andrew n'arrivait jamais à évaluer l'âge des hommes. Il leur demanda « Messieurs, voudriez-vous me décrire la route qui va à la bibliothèque de la ville ?» L'un des deux, le plus grand, coiffé d'un chapeau qui le grandissait encore d'une façon presque ridicule, dit non pas à Andrew, mais à l'autre « C'est un robot ?» L'autre avait un gros nez et des paupières épaisses. Il répondit non à Andrew, mais au premier. « Il est habillé ?» Le grand claqua des doigts. « C'est le robot libre ! Chez les Martins, ils ont un robot qui n'appartient à personne. Sinon, pourquoi il porterait des vêtements ?»« Demande-lui, » dit celui au gros nez. « Es-tu le robot des Martins ?» demanda le grand. « Je suis Andrew Martin, monsieur, » répondit Andrew. « Bon, enlève tes vêtements. Le robot ne porte pas de vêtements. » Il s'adressa à l'autre. « C'est dégoûtant, regarde-le. » Andrew hésita. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu d'ordre donné sur ce ton que les circuits de la deuxième loi étaient momentanément coincés. Le grand dit « Enlève tes vêtements, c'est un ordre. » Lentement, Andrew commença à les enlever. « Laisse-les par terre, » dit le grand. Gros nez intervint. « S'il n'appartient à personne, il pourrait aussi bien être à nous. »« En tout cas, » dit le grand, « personne ne peut trouver à redire à ce que nous faisons. Nous n'abîmons la propriété de personne. Tiens-toi sur la tête, dit-il à Andrew. C'est un ordre, même si tu ne sais pas comment y arriver. Essaye quand même. Andrew hésita encore, puis se pencha pour poser sa tête par terre. Il essaya de relever ses jambes et tomba lourdement. « Reste allongé ici, dit le grand. Si nous le démontions, t'as déjà fait ça? Est-ce qu'il nous laisserait faire? Comment veux-tu qu'il nous en empêche? » Andrew ne pouvait en aucun cas les en empêcher, s'il lui ordonnait suffisamment fort de ne pas résister. La deuxième loi d'obéissance prenait le pas sur la troisième loi d'autopréservation. Il ne pouvait en aucun cas se défendre sans risquer de blesser l'un d'eux, ce qui serait contre la première loi. À cette pensée, toutes ses unités motrices se contractèrent, et il frissonna, allongé par terre. Le grand s'avança et le poussa du pied. « Il est lourd. Il va nous falloir des outils pour y arriver. » Gros nez répondit. « Nous pourrions lui donner l'ordre de se démonter lui-même. Cela pourrait être drôle de le voir essayer. »« Ouais, dit le grand en réfléchissant. Mais sortons de la route. Si quelqu'un vient... » C'était trop tard. Précisément quelqu'un venait, et c'était Georges. Allongé par terre, Andrew l'avait vu arriver en haut d'une petite colline, au loin. Il aurait voulu lui faire un signe d'une façon ou d'une autre,
Mais le dernier ordre avait été « Reste tranquille ». Georges courait maintenant. Il était un peu essoufflé quand il les rejoignit. Les deux jeunes gens reculèrent un peu et attendirent. Georges demanda d'une voix inquiète « Andrew, y a quelque chose qui va pas ?» Andrew répondit « Ça va, Georges. »« Alors, lève-toi. Qu'est-il arrivé à tes vêtements ?» Le grand demanda « Ce robot est à toi, mec ?» Georges se tourna et dit d'une voix tranchante « Il n'est à personne. Que s'est-il passé ici ?»« Nous lui avons demandé poliment d'enlever ses vêtements. Qu'est-ce que cela peut te faire s'il n'est pas à toi ?» Georges demanda « Que faisait-il, Andrew ?» Andrew répondit « Ils avaient l'intention de me démonter. Ils allaient juste me transporter dans un coin tranquille pour que je me démonte moi-même. » Georges regarda les deux jeunes gens et son menton trembla. Les deux hommes ne reculaient plus. Ils souriaient. Le grand dit d'un air dégagé « Que vas-tu faire, gros-père? Nous attaquer ?» Georges répondit « Ça ne sera pas la peine. Ce robot vit dans ma famille depuis 70 ans. Il nous connaît et nous aime plus que personne d'autre. Je vais lui dire que vous deux vous menacez ma vie et que vous voulez me tuer. Je vais lui demander de me défendre. S'il a le choix entre vous et moi, c'est moi qu'il choisira. Savez-vous ce qui va vous arriver s'il vous attaque ?» Les deux hommes reculèrent légèrement embarrassés. Georges dit d'une voix dure « Andrew, je suis en danger et ces deux jeunes gens me menacent. Avance vers eux. » Andrew obéit et les deux jeunes gens n'attendirent pas. Ils s'enfuirent à toute vitesse. « Ça va maintenant, Andrew, » dit Georges. Il semblait sérieusement ébranlé. Il avait passé l'âge d'envisager sans inquiétude une bagarre avec un jeune homme, et encore plus avec deux. Andrew lui dit « Je n'aurais pas pu les blesser, Georges. Je voyais bien qu'ils ne t'attaquaient pas. »« Je ne t'ai pas donné l'ordre de les attaquer. Je t'ai seulement dit d'avancer vers eux. Leur frayeur a fait le reste. » Comment peuvent-ils avoir peur des robots? C'est une maladie des hommes, dont on n'est pas près de venir à bout. Mais cela ne fait rien. Que faisais-tu ici, Andrew? J'allais abandonner ta recherche et louer un hélicoptère, juste au moment où je t'ai trouvé. Pourquoi t'es-tu mis dans la tête d'aller à la bibliothèque? J'aurais pu t'apporter tous les livres dont tu as besoin. Je suis un... commença Andrew. Un robot libre, oui, bon, que voulais-tu chercher à la bibliothèque? Je veux en savoir plus sur les êtres humains, sur le monde, sur tout, et sur les robots, Georges. Je veux écrire une histoire des robots. Georges répondit. Bon, rentrons à la maison. Ramasse d'abord tes vêtements. Andrew, il existe 1 million de livres sur les robots, et tous comprennent une histoire de la robotique. Le monde sera bientôt saturé non seulement de robots, mais aussi d'informations sur les robots. Andrew secoua la tête, geste humain qu'il venait d'acquérir. Pas une histoire de la robotique, Georges. Une histoire des robots, par un robot. Je veux expliquer ce que les robots pensent de ce qui s'est passé depuis que les premiers ont pu travailler et vivre sur la Terre. Georges fronça les sourcils, mais ne répondit pas. La petite mademoiselle venait juste de fêter son 83e anniversaire, mais elle n'avait rien perdu de son énergie, ni de sa détermination. Elle écouta l'histoire dans un état d'indignation furieuse. Elle demanda « Georges, c'est horrible. Qui étaient ces brutes ?»« Je ne sais pas. De toute façon, quelle importance. En réalité, ils ne lui ont pas fait de mal. »« Ils auraient pu. Tu es avocat, Georges, et si tu es riche, tu ne le dois qu'au talent d'Andrew. C'est l'argent qu'il a gagné qui est à la base de tout ce que nous avons. Il a assuré la continuité de notre famille, et je ne permettrai pas qu'on le traite comme un jouet dont on n'a plus besoin. »« Que veux-tu que je fasse, mère ?» demanda Georges. « Je t'ai dit que tu étais avocat. N'as-tu pas entendu? Tu dois entamer une action en justice et obliger les cours régionales à se prononcer pour les droits des robots et faire en sorte que le corps législatif vote les lois nécessaires et porter la chose devant la Cour mondiale s'il le faut. Je t'observerai, Georges, et je n'admettrai aucune faiblesse. » Elle parlait sérieusement, et ce qu'on avait commencé pour calmer la terrible vieille dame se transforma en une affaire si complexe, au point de vue légal, qu'elle en devint très intéressante.
En tant qu'associé, le plus ancien de Feingold et Martin, Georges définit la stratégie à adopter, mais laissa le véritable travail à ses jeunes associés et surtout à son fils, Paul, qui collaborait lui aussi au cabinet et qui faisait des rapports presque journaliers à sa grand-mère. De son côté, celle-ci en discutait avec Andrew tous les jours. Andrew était très concerné par l'affaire. Il retarda encore son livre sur les robots pour se plonger dans les arguments légaux et fit même à plusieurs reprises quelques suggestions timides. Il déclara « Georges m'a dit ce jour-là que les êtres humains ont toujours eu peur des robots. Tant qu'ils auront peur, les cours de justice et les parlements ne se donneront jamais beaucoup de peine en faveur des robots. Ne pourrait-on pas faire quelque chose vis-à-vis de l'opinion publique ?» Aussi, tandis que Paul demeurait au tribunal, Georges organisa des réunions publiques. Cela lui donna l'occasion de se décontracter, et il alla parfois jusqu'à adopter le nouveau style de vêtements larges qu'ils appelaient draperie. Paul lui dit « Essaye de ne pas te prendre les pieds dedans sur la scène, père ?» Georges lui répondit d'un air accablé « Je vais essayer. » Il s'adressa aux rédacteurs des holo-journaux lors de leur réunion annuelle et leur dit « Si par la seconde loi nous pouvons demander à tout robot une obéissance totale, en tout point, sauf dans le but de nuire à un être humain, alors tout être humain, quel qu'il soit, a un terrible pouvoir sur le robot, quel qu'il soit. D'autant plus qu'étant donné que la deuxième loi prend le pas sur la troisième, tout être humain peut utiliser la loi de l'obéissance contre la loi d'autoprotection. Il peut ordonner à n'importe quel robot de s'endommager ou même de se détruire, pour n'importe quelle raison ou sans raison du tout. Est-ce juste? Traiterions-nous un animal de la sorte? Un objet, même s'il est inanimé, qui nous a bien rendu service, a droit à notre considération. D'ailleurs, un robot n'est pas dépourvu de raison. Ce n'est pas un animal. Il pense et peut parler avec nous, discuter avec nous, plaisanter avec nous. Pouvons-nous les traiter en amis? Travailler avec eux? Sans leur donner un peu du bénéfice de cette amitié, un peu du bénéfice de cette coopération? Si un homme a le droit de donner à un robot n'importe quel ordre qui ne porte pas atteinte à un être humain, il devrait avoir la décence de ne jamais donner à un robot un ordre qui porte atteinte à un robot, à moins que la sécurité humaine ne l'exige. Un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. Et si les robots disposent des 3 lois pour protéger les hommes, est-ce trop demander que les hommes disposent d'une loi ou 2 pour protéger les robots? Andrew avait raison. La bataille pour l'opinion publique atteignit la justice et le Parlement. Et finalement, on vota une loi qui définissait les conditions dans lesquelles des ordres portant tort aux robots étaient interdits. Elle comportait une liste interminable de détails, et les punitions pour viol de cette loi étaient insuffisantes. Mais le principe était accepté. L'ultime discussion devant la Cour mondiale se termina le jour de la mort de la petite mademoiselle. Ce n'était pas une coïncidence. La petite mademoiselle s'était maintenue en vie au prix d'un effort désespéré pendant le dernier débat, et s'était laissée aller seulement quand elle avait entendu les mots de la victoire. Son dernier sourire fut pour Andrew. Ses derniers mots furent « Tu as été bon pour nous, Andrew. » Elle mourut en lui tenant la main, tandis que son fils, avec sa femme et ses enfants, restait en arrière, à une distance respectueuse. Andrew attendit patiemment que le réceptionniste disparaisse dans le bureau. Il aurait pu employer l'interphone holographique, mais il était absolument démoralisé ou dépositronisé à l'idée d'avoir affaire à un autre robot plutôt qu'à un être humain. Il tourna le problème dans son esprit en attendant. Pouvait-on utiliser dépositroniser à la place de démoraliser, ou bien le mot démoraliser était-il devenu suffisamment symbolique et s'était-il assez éloigné de son sens premier pour pouvoir être appliqué au robot? De tels problèmes se présentaient souvent quand il travaillait à son livre sur les robots. L'effort de composition des phrases pour exprimer toute la complexité du problème avait indubitablement enrichi son vocabulaire. De temps en temps, quelqu'un entrait dans la pièce et le regardait. Il ne cherchait pas à éviter ce regard. Il le leur rendait calmement et tous détournaient les yeux. Paul Martin arriva enfin. Il eut l'air surpris
Mais Andrew ne put en décider avec certitude. Paul s'était mis à porter ses épais maquillages qui étaient à la mode pour les deux sexes. Cela affirmait les traits un peu mous de son visage, mais Andrew n'approuvait pas ça. Il découvrit que le fait de désapprouver les êtres humains, tant qu'il ne l'exprimait pas ouvertement, ne lui était pas trop désagréable. Il pouvait même exposer sa désapprobation par écrit. Il était absolument sûr que cela n'avait pas toujours été le cas. « Entre, Andrew !» dit Paul. « Je m'excuse de t'avoir fait attendre, mais il y avait quelque chose que je devais absolument finir. Entre ! Tu avais dit que tu voulais me parler, mais je ne savais pas que tu préférais le faire ici. Si tu es occupé, Paul, je peux continuer à attendre. » Paul jeta un coup d'œil au cadran sur lesquels des ombres mobiles se combinaient pour indiquer l'heure et dit « Je peux te consacrer un moment. Comment es-tu venu ? » « J'ai loué une voiture automatique. »« Aucun problème ?» demanda Paul manifestement inquiet. « Il n'y a aucune raison. Mes droits sont protégés. » Paul eut l'air encore plus inquiet. « Andrew, je t'ai expliqué que la loi n'était pas applicable, tout au moins pas dans tous les cas. Et si tu continues à porter des vêtements, tu vas finir par avoir des ennuis, comme la première fois. »« La seule fois, Paul. Je suis désolé de te déplaire. Écoute, réfléchis. Tu es pratiquement une légende vivante, Andrew, et tu représentes une trop grande valeur dans des domaines différents pour te permettre de prendre des risques. Comment avance le livre ? J'ai presque fini, Paul. L'éditeur est très content. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas si le livre plaît vraiment en tant que tel. Je crois que ce qui lui plaît surtout, c'est la pensée qu'il va très bien le vendre, parce qu'il est écrit par un robot. C'est humain, je le crains. Cela ne me gêne pas. Qu'il se vende pour une raison ou pour une autre, cela me rapportera de l'argent, et j'en ai besoin. Grand-mère t'a laissé, la petite mademoiselle a été généreuse, et je suis sûr que je peux compter sur la famille pour m'aider. Mais je compte sur les droits du livre pour me faire passer la prochaine étape. Quelle prochaine étape ? Je voudrais voir le directeur de la société US Robot. J'ai essayé de prendre un rendez-vous, mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi. Ils ne m'ont pas aidé à écrire le livre. Aussi, cela ne me surprend pas. Tu comprends ? Cela amusa Paul. De l'aide est bien la dernière chose que tu peux attendre d'eux. Ils ne nous ont apporté aucune aide dans notre combat pour les droits des robots. Ce serait plutôt le contraire, et tu comprends pourquoi. Donner des droits aux robots et les gens ne voudront peut-être plus en acheter. Mais cependant, continua Andrew, si toi tu les appelles, tu pourrais m'obtenir un rendez-vous. Ils ne m'apprécient pas plus que toi, Andrew. Mais peut-être pourrais-tu insinuer qu'en me recevant, ils pourront arrêter la campagne de Feingold et Martin pour les droits des robots. Ne serait-ce pas un mensonge, Andrew ? Oui, Paul, et je ne peux pas leur mentir. Voilà pourquoi c'est toi qui dois les appeler. Tu ne peux pas mentir, mais tu peux me demander à moi de mentir, c'est cela ? Tu deviens de plus en plus humain, Andrew. Ce ne fut pas facile à obtenir, même pour Paul, dont le nom avait du poids, en principe. Mais ce fut finalement arrangé. Et alors, Harley Smith Robertson, qui descendait du côté de sa mère du premier fondateur de la société, et qui le faisait savoir grâce au trait d'union accolé à son nom, eut l'air particulièrement mal à l'aise. Il approchait de l'âge de la retraite et il avait consacré toute la durée de sa présidence au problème du droit des robots. Ses cheveux gris étaient légèrement collés sur le haut de son crâne, son visage ne portait aucun maquillage, et il regardait Andrew avec de fréquents éclairs d'hostilité. Andrew lui dit « Monsieur, il y a presque un siècle, un certain Merton Mansky de cette société m'a déclaré que les calculs mathématiques qui régissaient le tracé des circuits positroniques étaient beaucoup trop compliqués pour permettre autre chose que des solutions approximatives et que de ce fait, mes propres capacités n'étaient pas prévisibles. » C'était il y a un siècle. Smith Robertson hésita, puis continua d'une voix glaciale. « Monsieur, ce n'est plus vrai. Nos robots sont à présent fabriqués avec précision et sont destinés à des travaux bien précis. »« Oui, dit Paul, avec pour résultat que le robot qui m'a reçu
doit être guidé chaque fois que les événements diffèrent, si peu que ce soit de l'habituel. S'il devait improviser, vous en seriez encore plus ennuyé. Andrew continua. Donc, vous ne fabriquez plus de robots comme moi, souples et pouvant s'adapter. Plus du tout. Les recherches que j'ai effectuées pour mon livre, dit Andrew, m'ont indiqué que je suis le plus ancien robot en état de fonctionnement. C'est exact. Le plus vieux maintenant, dit Smith Robertson, et le plus vieux à jamais. Il n'en existera jamais de plus vieux. Un robot devient inutile après 25 ans. Nous les récupérons et les remplaçons par des neufs. Aucun robot, tel que vous les fabriquez actuellement, n'est utile après 25 ans, dit Paul amusé. Andrew est exceptionnel dans son genre. Andrew, se tenant à ce qu'il avait décidé de dire, reprit. En tant que plus vieux robot du monde et plus souple robot du monde, ne suis-je pas suffisamment exceptionnel pour mériter un traitement spécial de la part de la société? Pas du tout, répondit Smith Robertson d'un ton glacial. Votre nature exceptionnelle n'est qu'une gêne pour la société. Si vous aviez été loué, au lieu d'être acheté, pour notre malchance, nous vous aurions remplacé depuis longtemps. Voici le problème, dit Andrew. Je suis un robot libre, et je m'appartiens en propre. C'est pourquoi je suis venu pour vous demander de me remplacer. Vous ne pouvez pas le faire sans l'accord du propriétaire. Aujourd'hui, cet accord est obligatoire pour la location. Mais de mon temps, ce n'était pas le cas. Smith Robertson eut l'air inquiet, mais intrigué. Il y eut un silence. Andrew se surprit à fixer un hologramme sur le mur. C'était le masque mortuaire de Suzanne Calvin, sainte patronne de tous les roboticiens. Elle était morte près de 2 siècles auparavant, mais Andrew la connaissait si bien par les recherches qu'il avait faites pour son livre qu'il s'imaginait presque l'avoir rencontrée. Smith Robertson demanda « Comment voulez-vous que je vous remplace? Si je vous remplace en tant que robot, comment pourrais-je livrer le robot à vous en tant que propriétaire, alors que si je vous remplace, vous cesserez d'exister ?» Il eut un sourire sardonique. « C'est très facile, » intervint Paul. « Le siège de la personnalité d'Andrew est son cerveau positronique. C'est le seul point que l'on ne peut pas remplacer sans créer un nouveau robot. Donc, le cerveau positronique, c'est Andrew le propriétaire. Toutes les autres parties du corps du robot peuvent être remplacées sans affecter la personnalité du robot, et ces autres parties sont la propriété du cerveau. Andrew, en fait, veut un nouveau corps pour son cerveau. C'est cela, dit Andrew calmement. Il se tourna vers Smith Robertson. Vous avez fabriqué des androïdes, n'est-ce pas? Des robots possédant l'apparence extérieure complète d'un homme, jusqu'à la structure de la peau. Oui, nous l'avons fait. Ils fonctionnaient remarquablement bien avec leur peau et leurs tendons en fibres synthétiques. Il n'y avait pratiquement pas de métal, sauf dans le cerveau. Cependant, ils étaient presque aussi solides que les robots de métal. À poids égal, ils étaient même plus solides. Paul sembla intéressé. « Je ne savais pas cela. Combien y en a-t-il en fonctionnement ?»« Aucun, » répondit Smith Robertson. « Ils étaient beaucoup plus chers que les robots métalliques, et une étude de marché nous démontra qu'ils ne seraient pas bien acceptés. Ils ressemblaient trop aux hommes. » « Mais la société conserve le résultat de ses expériences ?» suggéra Andrew. « Étant donné ce fait, je voudrais vous demander d'être remplacé par un robot organique, un androïde. » Paul fut très surpris. « Seigneur, dit-il. » Smith Robertson se raidit. « C'est tout à fait impossible. »« Pourquoi est-ce impossible ?» demanda Andrew. « Je paierai, bien sûr. »« Nous ne fabriquons pas d'androïdes. »« Vous choisissez de ne pas en fabriquer, » intervint Paul. « Cela ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. » Smith Robertson lui répondit. « En tout cas, la fabrication d'androïdes est contraire à l'ordre public. »« Il n'y a aucune loi qui l'interdise, » dit Paul. « Quoi qu'il en soit, nous n'en fabriquons pas, et nous n'en fabriquerons jamais. » Paul s'éclaircit la voix. « Monsieur Smith Robertson, dit-il, Andrew est un robot libre, qui se trouve dans les limites de la loi qui garantit les droits des robots. Vous en êtes bien conscient, je pense. Que trop. Ce robot, en tant que robot libre,
préfèrent porter des vêtements, ce qui a pour résultat des humiliations fréquentes de la part d'êtres humains irréfléchis, malgré la loi contre l'humiliation des robots. Il est difficile de poursuivre des gens pour des offenses assez vagues, qui ne rencontrent pas la réprobation générale de ceux qui doivent décider de la culpabilité ou de l'innocence. L'US Robot avait compris dès le début. Votre père ne l'avait malheureusement pas compris. Mon père est mort maintenant, dit Paul, mais je constate que nous sommes en présence d'un délit évident, dans un but évident. De quoi parlez-vous? Demanda Smith Robertson. Mon client, Andrew Martin, il est mon client depuis un instant, est un robot libre qui est habilité à demander à la société US Robot de bénéficier d'un remplacement que la société accorde à quiconque possède un robot depuis plus de 25 ans. En fait, la société insiste même pour effectuer ces remplacements. Paul souriait très à l'aise. Il continua. Le cerveau positronique de mon client est le propriétaire du corps de mon client, qui, on ne peut en douter, a plus de 25 ans. Le cerveau positronique demande le remplacement du corps et propose de payer le juste prix d'un corps d'androïde en remplacement. Si vous rejetez sa demande, c'est une humiliation que subit mon client et nous allons vous poursuivre en justice. Certes, l'opinion publique ne supporterait pas d'ordinaire la plainte d'un robot, mais puis-je vous rappeler que la société US Robot n'est pas particulièrement populaire. Même ceux qui utilisent des robots et en sont satisfaits se méfient de votre société. Peut-être est-ce une survivance des temps où on avait peur des robots. Peut-être est-ce un ressentiment contre la puissance et la richesse de la société US Robot qui possède un monopole mondial, quelle qu'en soit la cause. Le ressentiment existe, et je pense que vous trouverez préférable d'éviter une poursuite légale, surtout si l'on considère que mon client est riche, va vivre encore de nombreux siècles, et n'aura donc aucune raison d'abandonner la lutte. Smith Robertson avait rougi au fur et à mesure des paroles de Paul. « Vous essayez de me forcer à... »« Je ne vous force à rien, » dit Paul. « Si vous désirez refuser d'accéder à la demande raisonnable de mon client, vous avez toute possibilité de le faire, et nous sortirons sans ajouter un mot. Mais nous vous poursuivrons, car tel est notre bon droit, et vous verrez que vous perdrez. » Smith Robertson dit « Bon », puis s'arrêta. « Je vois que vous allez accepter, » dit Paul. « Vous hésitez peut-être, mais vous y viendrez. Laissez-moi préciser un point. Si pendant le transfert du cerveau positronique de mon client dans un corps organique, on lui inflige le moindre dommage, alors je n'aurai de cesse que j'ai cloué votre société au sol. Je ferai tout ce qu'il faut pour mobiliser l'opinion publique contre vous, si un seul circuit de platine iridié du cerveau de mon client est endommagé. » Il se tourna vers Andrew. « Es-tu d'accord, Andrew ?» Andrew hésita une longue minute. Cela revenait à prouver un mensonge, un chantage, le harcèlement et l'humiliation d'un être humain. Mais pas de mal physique, se dit-il, pas de mal physique. Il réussit enfin à prononcer un faible oui. C'était comme si on le fabriquait de nouveau. Pendant des jours, puis des semaines, puis des mois, Andrew ne se sentit pas vraiment lui-même, et les actions les plus simples continuaient à donner lieu à des hésitations. Paul était dans tous ses états. « Ils t'ont abîmé, Andrew. Nous allons leur intenter un procès. » Andrew parlait très lentement. « Non, il ne faut pas. Tu ne pourras jamais prouver la malveillance, la malveillance. D'ailleurs, je prends des forces, je vais mieux, c'est le le tremblement, le traumatisme. Après tout, on n'avait jamais effectué une telle auparavant. » Andrew sentait très bien son cerveau. Personne d'autre ne le pouvait. Il savait qu'il allait bien. Et pendant les mois qu'il passa à apprendre à coordonner ses mouvements et les effets positroniques, il restait des heures devant un miroir. Pas vraiment humain. Le visage était raide, trop raide, et les mouvements n'avaient pas l'aisance décontractée de ceux des êtres humains. Cela viendrait peut-être avec le temps. Au moins, il pourrait porter des vêtements sans que ce soit ridicule à cause de son visage de métal.
Je vais me remettre au travail, dit-il enfin. Paul se mit à rire et répliqua. Cela veut dire que tu vas bien? Que vas-tu faire? Un autre livre? Non, dit Andrew d'un air grave. J'ai trop longtemps à vivre pour me laisser accaparer par un seul métier sans en sortir. Jadis, j'ai été artiste, et je peux décider de le redevenir. Puis j'ai été historien, et je peux aussi décider de le redevenir. Mais maintenant je veux être robobiologiste. Robopsychologue, tu veux dire? Non. Cela impliquerait l'étude des cerveaux positroniques, et je n'en ai pas envie pour le moment. Un robobiologiste, à ce qu'il me semble, serait concerné par le fonctionnement du corps attaché à ce cerveau. Ne serait-ce pas alors un roboticien? Un roboticien travaille sur des robots métalliques. Moi, j'étudierais le corps organique d'un humanoïde, que je suis le seul à posséder, pour autant que je sache. Tu rétrécis ton champ d'action, dit Paul d'un air pensif. En tant qu'artiste, tu étais ouvert à tout. En tant qu'historien, tu t'occupais surtout des robots. En tant que robobiologiste, tu ne t'occuperas que de toi-même. Andrew acquiesça. C'est l'impression que cela donnera. Andrew dut commencer par le commencement, car il ne connaissait rien à la biologie, presque rien à la science. On le voyait dans les bibliothèques où il consultait des tableaux électroniques pendant des heures, tout à fait normal dans ses vêtements. Les quelques personnes qui savaient qu'il était un robot n'intervenaient jamais. Il construisit un laboratoire dans une pièce qu'il ajouta à sa maison, et il agrandit aussi sa bibliothèque. Des années passèrent, et Paul vint le voir un jour et lui dit « C'est malheureux que tu ne travailles plus sur l'histoire de la robotique. J'ai appris que l'US Robot adoptait une politique complètement nouvelle. » Paul avait vieilli, et ses yeux malades avaient été remplacés par des cellules photoptiques. Cela l'avait rapproché d'Andrew. Andrew demanda « Qu'ont-ils fait ?» Ils fabriquent des ordinateurs centraux, des sortes de cerveaux positroniques géants en quelque sorte, qui communiquent par micro-ondes avec 10 à 1000 robots où qu'ils soient. Les robots, en eux-mêmes, n'ont pas de cerveau. Ce sont les membres d'un cerveau gigantesque, les deux étant séparés, effectivement. Est-ce plus efficace? C'est ce que prétend la société US Robot, mais c'est Smith Robertson qui a orienté les travaux avant sa mort, et j'ai l'impression que tu n'es pas étranger à cette décision. La société ne veut à aucun prix fabriquer des robots qui, comme toi, leur occasionneraient des ennuis, et c'est pourquoi ils ont séparé le corps du cerveau. Le cerveau qui n'aura pas de corps ne pourra pas désirer en changer, et le corps n'aura pas de cerveau pour désirer quoi que ce soit. C'est extraordinaire, continua Paul, l'influence que tu auras eue sur l'histoire des robots. Ce sont tes talents artistiques qui ont poussé l'US Robot à fabriquer des robots plus précis et plus spécialisés. C'est ta liberté qui a fait naître le principe des droits des robots. C'est ta volonté de posséder un corps d'androïde qui les a décidés à séparer le cerveau du corps. Puis, finalement, je suppose que la société va construire un énorme cerveau qui contrôlera plusieurs milliards de robots. Et tous les œufs seront dans le même panier. Dangereux. Très mauvais. Oh oui, je pense que tu as raison, répondit Paul. Mais je ne crois pas que cela arrivera avant au moins un siècle. Et je ne serai plus là pour le voir. D'ailleurs, je ne serai peut-être plus là l'année prochaine. Paul, dit Andrew gentiment. Paul haussa les épaules. Nous sommes mortels, Andrew. Nous ne sommes pas comme vous. Cela n'a pas vraiment d'importance, sauf pour une question dont je voulais te parler. Je suis le dernier homme de la famille, Martin. Il existe des cousins qui descendent de ma grande-tante, mais ils ne comptent pas. L'argent qui m'appartient personnellement sera laissé dans la compagnie, mais à ton nom, et, pour autant que l'on puisse prévoir le futur, tu seras à l'abri des problèmes d'argent. Il ne faut pas, dit Andrew avec peine. Malgré le temps, il ne pouvait pas s'habituer à la mort des Martin. Paul répondit. Ne discutons pas, c'est décidé. Sur quel projet travailles-tu en ce moment? Je suis en train de dessiner un système qui permettra aux androïdes, à moi, de trouver leur énergie dans la combustion d'hydrocarbone plutôt que dans des cellules atomiques. Paul écarquilla les yeux. Ils respireront? Ils mangeront? Oui.
Depuis combien de temps travailles-tu à cela? Cela fait longtemps maintenant, mais je crois que j'ai réussi à dessiner une chambre de combustion bien au point, avec un contrôle de fonctionnement par catalyse. Mais pourquoi, Andrew? La cellule atomique est bien mieux, c'est évident. D'une certaine façon, peut-être, mais la cellule atomique est inhumaine. Cela prit du temps, mais Andrew n'en manquait pas. D'abord, il ne voulait rien faire avant que Paul ne soit mort en paix. Avec la mort de l'arrière-petit-fils de monsieur, Andrew se sentait plus que jamais exposé à un monde hostile, et cela le confirmait dans sa décision de persévérer dans la voie qu'il avait choisie jadis. En fait, il n'était pas vraiment seul. Un homme était mort, mais le cabinet Martin et Feingold existait toujours, car une société, comme un robot, ne meurt pas. Elle avait des directives et les suivait mot à mot. Par l'intermédiaire de l'administrateur et du cabinet légal, Andrew était riche. Et en échange de leur généreuse rétribution annuelle, Feingold et Martin se penchaient sur les aspects légaux de la nouvelle chambre de combustion. Quand vint le moment pour Andrew de se rendre à la société US Robot, il y alla seul. La première fois, il y était allé avec monsieur, et une autre fois avec Paul. Cette fois-ci, la troisième, il était seul et sous une apparence humaine. La société avait changé. L'usine de production avait été déménagée dans une grande station spatiale, comme c'était le cas de plus en plus pour de nombreuses industries. Et les robots étaient partis avec les usines. La Terre elle-même était devenue une sorte de parc, avec une population stabilisée à 1 milliard de personnes, et un nombre de robots à cerveau indépendant qui n'atteignait probablement pas 30% de la population humaine. Le directeur de la recherche s'appelait Alvin Magdeshku. Il était brun de peau et de cheveux, avait une petite barbe pointue, et ne portait au-dessus de la taille rien d'autre que la bande de poitrine exigée par la mode. Quant à Andrew, il était complètement habillé, à la mode de plusieurs décennies en arrière. « Je vous connais, bien sûr, » lui dit Madeshku, « et je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes notre production la plus célèbre, et je regrette que le vieux Smith Robertson ait été si monté contre vous. Nous aurions pu faire de grandes choses avec vous. »« Vous le pouvez encore, » répondit Andrew. « Non, je ne crois pas. Il est trop tard. Nous avons des robots sur la Terre depuis plus d'un siècle, mais tout change. Maintenant, on les enverra dans l'espace, et ceux qui resteront sur Terre ne posséderont pas de cerveau. »« Mais il y a moi, et je reste sur Terre. »« Bien sûr, mais vous n'êtes plus vraiment un robot. Que voulez-vous me demander ?»« D'être encore moins un robot. Étant donné que je suis maintenant organique, je voudrais posséder une source d'énergie organique. J'ai les plans ici. » Madeshku les regarda avec soin. D'abord, peut-être avait-il voulu n'y jeter qu'un coup d'œil. Mais il se raidit et se concentra. « C'est extrêmement ingénieux, » dit-il enfin. « Qui a fait cela ?»« Moi. » Madeshku le regarda d'un œil pénétrant. « Cela signifierait une révision totale de votre corps, expérimentale de plus, car on n'a jamais fait cela auparavant. Je vous conseille de ne pas le faire. Restez comme vous êtes. » Le visage d'Andrew était peu expressif, mais dans sa voix l'impatience était évidente. « Docteur Madeshku, vous ne m'avez pas compris. Vous devez accepter ma demande. Vous n'avez pas le choix. Si de tels mécanismes peuvent être construits dans mon propre corps, on peut tout aussi bien les construire dans des corps humains. On a déjà pu remarquer la tendance actuelle à prolonger la vie humaine par l'emploi de prothèses. Il n'existe aucun appareil mieux conçu que ceux que j'ai dessinés et que je dessine. Par ailleurs, je contrôle les brevets par l'intermédiaire de Feingold et Martin. Nous pouvons parfaitement nous occuper nous-mêmes de l'affaire et fabriquer les prothèses qui auront pour effet de créer des êtres humains possédant certaines des propriétés des robots. Cela ferait du tort à votre société. Toutefois, si vous m'opérez maintenant et si vous me donnez votre accord pour le faire encore dans des circonstances semblables dans l'avenir, vous aurez la possibilité d'utiliser les brevets et de contrôler la technologie des robots d'une part et de la prothétisation des êtres humains d'autre part. On ne garantira pas la location au début, bien sûr, jusqu'à ce que la première opération soit effectuée avec succès
et qu'un temps suffisant soit passé pour prouver l'efficacité du procédé. Andrew ne sentit qu'à peine en lui l'opposition de la première loi à l'attitude qu'il avait envers un être humain. Il apprenait à concevoir que ce qui semblait être de la cruauté au premier abord pouvait, à long terme, être de la gentillesse. Madeshku était abasourdi. « Je ne peux pas prendre la décision moi-même. Nous devons en délibérer en conseil, et cela prendra du temps. »« J'attendrai le temps qu'il faudra, » dit Andrew, « mais pas trop longtemps. » Et il pensa avec satisfaction que Paul lui-même n'aurait pas fait mieux. Il n'eut pas trop longtemps à attendre, et l'opération fut un succès. Madeshku déclara « J'étais tout à fait opposé à l'opération, Andrew, mais pas pour les raisons que vous imaginez peut-être. Je n'étais pas du tout opposé à l'expérience, si seulement elle avait été faite sur quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas prendre de risque avec votre cerveau positronique. Maintenant que vos circuits positroniques sont reliés à des circuits nerveux fins, il serait peut-être difficile de préserver le cerveau si le corps avait des problèmes de fonctionnement. J'ai pleinement confiance dans les qualités du personnel de votre société, dit Andrew. Et maintenant, je peux manger. Enfin, vous pouvez siroter de l'huile d'olive. Cela nous obligera à opérer de temps en temps des nettoyages à la chambre de combustion comme prévu. Intervention plutôt désagréable, je suppose. Peut-être, si je n'avais pas l'intention de poursuivre mes recherches. Le nettoyage automatique n'est pas irréalisable. D'ailleurs, j'étudie un mécanisme qui traitera la nourriture solide qui pourrait contenir des parties non combustibles, de la matière non digestible en fait, qu'il faudra éliminer. Alors il vous faudra un anus, quelque chose d'équivalent. Et quoi d'autre, Andrew? Tout. Des organes génitaux aussi? Dans la mesure où ils correspondront à mes plans. Mon corps est une toile sur laquelle je veux peindre. Madeshku attendit qu'il finisse sa phrase, et comme il semblait ne pas vouloir le faire, il la termina lui-même. Un homme. Nous verrons, répondit Andrew. C'est une ambition qui n'en vaut pas la peine, Andrew. Vous êtes bien mieux qu'un homme. Depuis le moment où vous avez voulu un corps organique, vous déclinez. Mon cerveau n'a pas souffert. Non, ça je vous l'accorde. Mais Andrew, toutes les nouvelles mécaniques extraordinaires de prothèses que l'on peut fabriquer maintenant grâce à vos brevets sont commercialisées sous votre nom. Vous êtes l'inventeur, et on vous en sait gré, tel que vous êtes. Pourquoi vouloir continuer à jouer avec votre corps? Andrew ne répondit pas. Les honneurs commençaient à arriver. Il accepta d'être membre de plusieurs associations de savants, dont une se consacrait à la nouvelle science qu'il avait créée. Cette science qu'il avait appelée robobiologie, mais dont on parlait comme de prothésologie. Pour le 150e anniversaire de sa construction, la société US Robot donna un dîner en son honneur. Si Andrew en perçut l'ironie, il ne le montra pas. Alvin Madeshku, qui était à la retraite, revint pour présider le dîner. Il avait 94 ans, et ne se maintenait en vie que grâce à des prothèses qui, entre autres, remplissaient la fonction de foie et de rein. Le clou du dîner fut le moment où Madeshku, après un discours émouvant et court, leva son verre et porta un toast au robot 150 nerfs. Les muscles du visage d'Andrew avaient été redessinés pour qu'il puisse exprimer un certain nombre d'émotions, mais pendant toute la cérémonie, il resta assis dans une solennelle passivité. Cela ne lui plaisait pas d'être un robot 150 nerfs. Ce fut la prothésologie qui finalement fit qu'Andrew quitta la Terre. Pendant les décennies qui avaient suivi la célébration du 150 la Lune était devenue petit à petit un monde plus terrestre que la Terre elle-même, dans tous les domaines, sauf pour sa poussée gravitationnelle et ses villes souterraines contenant une population assez dense. Les prothèses devaient là-bas tenir compte de cette gravité moindre. Et Andrew passa 5 ans sur la Lune pour travailler avec des prothésologistes locaux à adapter les mécanismes. Quand il ne travaillait pas, il se promenait au milieu de la population de robots qui, tous le traitaient avec l'obséquiosité que les robots doivent à un homme. Il revint sur une terre qui était tranquille et provinciale en comparaison, et se rendit dans les bureaux de Feingold et Martin pour annoncer son retour. Le directeur du cabinet de l'époque, Simon Delon,
fut surpris. « On nous a annoncé que vous rentriez, Andrew. » Il avait failli dire M. Martin. « Mais nous ne vous attendions pas avant la semaine prochaine. » « J'étais pressé, » dit Andrew brusquement. Sur la Lune, Simon, j'étais responsable d'une équipe de recherche de 20 savants humains. Je donnais des ordres que personne ne mettait en question. Les robots lunaires se comportaient avec moi comme avec un être humain. Pourquoi, alors, ne suis-je pas un être humain ? Delon répondit d'un air prudent. « Mon cher Andrew, comme vous venez de l'expliquer, vous êtes considéré comme un être humain, et par les robots, et par les êtres humains. Vous êtes donc un être humain de facto. Cela ne me suffit pas d'être un être humain de facto. Je veux non seulement être traité comme tel, mais aussi être considéré légalement comme tel. Je veux être un être humain de jure. » « C'est une autre affaire, » dit Delon. « Là, nous allons nous heurter aux préjugés humains, et au fait incontestable que, bien que vous ressembliez à un être humain, vous n'êtes pas un être humain. »« En quoi ne le suis-je pas ?» demanda Andrew. « J'ai la forme d'un être humain et des organes équivalents à ceux d'un être humain. Mes organes, d'ailleurs, sont identiques à ceux de certains êtres humains protéisés. J'ai contribué à la culture humaine dans le domaine des arts, de la littérature et des sciences, bien plus que n'importe quel être humain. Que peut-on me demander de plus ? Moi, rien. Mais le problème est qu'il faudrait une loi de l'Assemblée législative pour vous déclarer être humain. Franchement, je serais étonné que cela marche. À qui dois-je m'adresser dans cette assemblée ? Peut-être au président du comité de la science et de la technologie. Pouvez-vous m'arranger un rendez-vous ? Mais vous n'avez absolument pas besoin d'un intermédiaire. Dans votre position, il vous suffit... Non, c'est vous qui allez m'arranger ce rendez-vous. Il ne lui vint même pas à l'esprit qu'il donnait un ordre à un être humain. Il en avait pris l'habitude sur la Lune. Je veux qu'il sache que le cabinet Fengold et Martin est avec moi totalement. Eh bien, jusqu'au bout, Simon. Depuis 173 ans, d'une façon ou d'une autre, j'ai apporté beaucoup à ce cabinet. Jadis, je devais beaucoup à certains de ses membres. Ce n'est plus le cas maintenant. Ce serait plutôt le contraire, et je réclame mon dû. Je ferai ce que je peux. Le président du comité de la science et de la technologie était originaire d'Extrême-Orient, et c'était une femme. Elle s'appelait Shi Li-Sing, et ses vêtements transparents, cachant ce qu'elle voulait cacher rien que par leur scintillement, donnaient l'impression qu'elle était empaquetée dans du plastique. Je comprends vos désirs de bénéficier des pleins droits humains. Il y a eu des moments dans l'histoire où des fractions de la population humaine ont lutté dans ce même but. Mais quel droit pouvez-vous désirer que vous ne possédiez déjà ? Quelque chose d'aussi simple que le droit de vivre. Un robot peut être démonté n'importe quand. Un être humain peut être exécuté n'importe quand. L'exécution ne peut survenir qu'après un procès en bonne et due forme. Il n'y a pas besoin de procès pour me démonter. Il ne faut qu'un mot d'un homme au pouvoir pour que c'en soit fini de moi. De plus... Andrew essayait désespérément de ne pas avoir l'air d'un l'implorer. Mais il était trahi cette fois par le dessin précis des expressions de son visage et par sa voix. En vérité, je voudrais être un homme. Je le veux depuis 6 générations d'êtres humains. Li-Sing le regarda avec sympathie de ses grands yeux noirs. Le Parlement peut voter une loi déclarant que vous en êtes un. Il pourrait voter une loi déclarant qu'une statue de pierre est un homme. Mais le fera-t-il ? Il y a autant de chances dans un sens que dans l'autre. Les parlementaires sont tout aussi humains que le reste de la population, et on se méfie toujours des robots. Même maintenant, nous serions tous d'accord pour dire que vous avez gagné le droit de l'humanité, mais cependant, il resterait toujours la crainte de créer un précédent. Quel précédent ? Je suis le seul robot libre, le seul robot dans mon genre, et il n'y en aura jamais d'autre. Vous pouvez demander à la société US Robot. Jamais ? Qui peut dire jamais, Andrew ? Ou si vous préférez, Monsieur Martin, car je serais tout à fait heureuse de vous donner personnellement l'accolade comme à un homme.
vous verrez que la plupart des parlementaires ne voudront pas créer de précédent, même si ce précédent n'a aucune conséquence. Monsieur Martin, vous avez toute ma sympathie, mais je ne peux pas vous donner grand espoir. Vraiment. Elle s'adossa et fronça les sourcils. Et puis, si la discussion s'échauffe, cela pourrait peut-être éveiller un sentiment, à l'intérieur du Parlement comme à l'extérieur, en faveur de la destruction dont vous parliez. En finir avec vous pourrait sembler la meilleure façon de résoudre le problème. Pensez à cela avant de vous décider à poursuivre. Andrew demanda « Est-ce que personne ne se rappellera que la technique de prothésologie est quelque chose qui m'est dû presque entièrement? Peut-être cela vous semblera-t-il cruel, mais ils ne se le rappelleront peut-être pas. Ou s'ils le font, ce sera pour s'en servir contre vous. On dira que vous l'avez fait uniquement pour vous. On dira que cela faisait partie d'une campagne pour robotiser les êtres humains ou pour humaniser les robots, que ce soit l'un ou l'autre. Ce sera mauvais et dangereux. Vous n'avez jamais vécu une campagne politique de haine, monsieur Martin, et je peux vous dire que vous seriez l'objet de calomnies de telle sorte que ni vous, ni moi ne pourrions les imaginer. Et pourtant, il y aura des gens pour les croire, monsieur Martin. Prenez garde à votre vie. Elle se leva et, à côté d'Andrew assis, elle avait l'air toute petite et presque enfantine. Si je décide de combattre pour mon humanité, serez-vous de mon côté? Elle réfléchit. Oui, tant que cela sera possible. Si à un moment ou à un autre une telle prise de position représentait une menace pour mon avenir politique, je devrais vous abandonner, car ce problème n'est pas pour moi la base de mes convictions. J'essaye d'être honnête avec vous. Je vous en remercie, et je ne vous en demanderai pas plus. Je décide de lutter, quelles que soient les conséquences, et je ne vous demanderai que l'aide que vous pouvez me donner. Ce ne fut pas un combat direct. Feingold et Martin lui recommandaient la patience, et Andrew murmurait sombrement qu'il en avait des ressources infinies. Alors Feingold et Martin entreprirent une campagne pour resserrer et restreindre le champ du combat. Ils intentèrent un procès pour refuser l'obligation de payer des dettes à un individu possédant une prothèse cardiaque, en déclarant que la possession d'un organe robotique supprimait la qualité d'être humain et avec elle les droits constitutionnels y attenants. Ils plaidèrent avec habileté et ténacité, perdant à chaque étape, mais toujours de façon que la décision soit la plus large possible, et ensuite en faisant appel devant la Cour mondiale. Cela prit des années et des millions de dollars. Quand on tint la décision finale, Delon célébra comme une victoire cette défaite devant la loi. Andrew était bien sûr présent dans les bureaux du cabinet pour l'occasion. « Nous avons réussi 2 choses, Andrew, dit Delon, et les 2 sont excellentes. D'abord, nous avons établi le fait que la présence, quel que soit leur nombre, de prothèses dans un organisme humain ne peut retirer son humanité à leur propriétaire. Ensuite, nous avons attiré l'attention de l'opinion publique sur la question, de telle façon qu'elle soit favorable à une interprétation très large de l'humanité, étant donné qu'il n'existe pas un seul être humain qui ne compte pas sur des prothèses pour la garder en vie. Et pensez-vous que le Parlement va maintenant m'accorder le droit d'être un être humain ? Demanda Andrew. Delon eut l'air mal à l'aise. Quant à cela, je ne suis pas optimiste. Il reste l'organe qu'a utilisé la Cour mondiale comme le critère de l'humanité. Les êtres humains ont un cerveau à cellules organiques, et les robots ont un cerveau positronique en platine iridiée, quand ils en ont un. Et vous avez un cerveau positronique, c'est un fait. Non, Andrew, ce n'est pas la peine d'avoir ce regard. Nous ne sommes pas capables de fabriquer en structure artificielle un cerveau cellulaire suffisamment proche du type organique pour qu'il tombe dans les données de la loi. Même vous ne le pourriez pas. Que devons-nous faire alors ? Il faut essayer, bien sûr. Lee Sing sera de notre côté et d'autres parlementaires se joindront à elle petit à petit. Le président se rangera certainement à l'avis de la majorité du Parlement dans cette affaire.
Avons-nous la majorité? Non, loin de là. Mais nous pourrions la gagner si le public étend jusqu'à vous son désir d'une large interprétation de l'humanité. C'est une petite chance, je l'admets. Mais si vous ne voulez pas laisser tomber, nous pourrions parier dessus. Je ne veux pas laisser tomber. Li Xing était bien plus âgée que quand Andrew l'avait rencontrée pour la première fois. Elle ne portait plus depuis longtemps de vêtements transparents. Ses cheveux étaient maintenant coupés ras, et elle était vêtue de tubes. Andrew, cependant, s'en tenait, autant qu'il le pouvait dans les limites du goût raisonnable, à la façon de s'habiller qui était au goût du jour quand il avait commencé à porter des vêtements plus d'un siècle auparavant. « Nous avons fait ce que nous avons pu, Andrew. Nous essaierons une dernière fois, à la prochaine session, mais honnêtement, la défaite est certaine, et il faudra abandonner l'affaire. Tous mes efforts ne m'ont apporté que des pertes pour ma prochaine campagne législative. »« Je sais, » dit Andrew, « et j'en suis désolé. Vous m'aviez dit que vous abandonneriez, s'il le fallait. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? On peut changer d'avis, vous savez. Vous abandonner, c'était payer trop cher une réélection. Et puis, je suis au Parlement depuis plus d'un quart de siècle, cela suffit. Y a-t-il une façon de leur faire changer d'avis? Tchè. Tous ceux qui sont accessibles à un raisonnement l'ont déjà fait. Le reste, la majorité, ne veut pas démordre de ses antipathies émotionnelles. Une antipathie émotionnelle n'est pas une raison suffisante pour voter d'une façon ou d'une autre. Je sais bien, Andrew, mais ce n'est pas cela qu'ils mettent en avant. Andrew dit prudemment. Tout dépend du cerveau alors. Mais devons-nous réduire le problème à une opposition cellule contre positron? N'y a-t-il pas une autre façon de donner une définition fonctionnelle? Devons-nous absolument déclarer qu'un cerveau est fait de ceci ou de cela? Ne pouvons-nous pas dire plutôt qu'un cerveau est quelque chose, n'importe quoi, qui est capable d'un certain niveau de pensée? Cela ne marcherait pas, dit Li Xing. Votre cerveau est fait par l'homme, le cerveau humain non. Votre cerveau est fabriqué, les leurs se sont développés. Pour tout humain, décidé à maintenir la barrière entre lui-même et un robot, cette différence représente un mur d'acier d'1 kilomètre de hauteur et d'épaisseur. Si nous pouvions atteindre la source de leur antipathie, la source même de « après toutes ces années », dit Li Xing tristement, « vous essayez toujours de faire entendre raison aux hommes. Pauvre Andrew. Ne vous fâchez pas, mais c'est le robot en vous qui vous fait agir ainsi. » Je ne sais pas, dit Andrew, si je pouvais me faire. Si il pouvait se faire. Depuis longtemps, il savait qu'on en arriverait peut-être là. Alors, il alla voir le chirurgien. Il en avait trouvé un suffisamment habile pour faire l'affaire, un chirurgien robot donc, car on ne pouvait se fier à un chirurgien humain, ni pour ses capacités, ni pour ses intentions. Le chirurgien ne pouvait pas pratiquer cette opération sur un être humain. Alors, Andrew, après avoir retardé le moment de la décision, par ses hésitations intérieures, se débarrassa de la première loi en disant « Moi aussi, je suis un robot », et de sa voix la plus ferme, comme il avait appris à le faire même avec des êtres humains ces dernières décennies, il dit « Je vous ordonne de m'opérer ». La première loi ne devant pas être prise en compte, un ordre donné si fermement par quelqu'un qui ressemblait tant à un homme activa le réseau de la seconde loi suffisamment pour emporter la décision. L'impression de faiblesse que ressentait Andrew était le fruit de son imagination, il en était certain. Il s'était bien remis de l'opération. Pourtant il prenait appui, le plus discrètement possible, contre le mur. S'asseoir n'aurait été que trop révélateur. Li Xing dit « Le dernier vote va avoir lieu cette semaine, Andrew. Je n'ai pas pu le reculer plus longtemps, et nous allons perdre. Et ce sera fini, Andrew. » Andrew répondit « Je vous remercie d'avoir réussi à le reculer. Cela m'a permis de tenter quelque chose. »« Quoi ?»
demanda Li Xing manifestement inquiète. Je ne pouvais en parler, ni à vous, ni à Fengold et Martin. J'étais sûr qu'on m'en empêcherait. Voyez-vous, si c'est le cerveau qui est mis en question, n'est-ce pas là tout le problème de l'immortalité? Qui se soucie vraiment de l'apparence, ou de la consistance, ou de la formation d'un cerveau? Ce qui est important, c'est que les cellules du cerveau meurent, doivent absolument mourir. Même si tous les autres organes du corps fonctionnent ou sont remplacés, les cellules du cerveau, que l'on ne peut remplacer sans changer, donc tuer la personnalité, doivent en fin de compte mourir. Mes propres circuits positroniques fonctionnent depuis presque 2 siècles, pratiquement sans changement, et ils pourront fonctionner encore pendant des siècles. N'est-ce pas là l'obstacle fondamental? Les êtres humains acceptent sans peine un robot immortel, car le temps que dure une machine leur importe peu. Mais ils ne peuvent pas tolérer un être humain immortel, car leur propre mortalité n'est acceptable que tant qu'elle est universelle. C'est pour cela qu'ils ne m'accepteront pas comme un être humain. Où voulez-vous en venir, Andrew? J'ai supprimé cet obstacle. Il y a bien longtemps, mon cerveau positronique a été relié à des nerfs organiques. Maintenant, par une dernière opération, j'ai fait en sorte que petit à petit, tout doucement, l'énergie se retire de mes circuits. Le visage finement ridé de Li Xing resta impassible pendant quelques instants. Puis elle serra les lèvres. Vous voulez dire que vous avez préparé votre mort, Andrew? Ce n'est pas possible. Cela va contre la 3e loi. Non, dit Andrew. J'ai choisi entre la mort de mon corps et la mort de mes aspirations et de mes désirs. Laisser mon corps vivre au prix d'une mort bien plus grave, voilà qui aurait violé la 3e loi. Li Xing prit son bras comme si elle voulait le secouer. Elle s'arrêta. « Andrew, nous ne réussirons pas. Faites marche arrière. » C'est impossible. L'opération est irréversible. J'ai 1 an à vivre, à peu près. Je verrai le 200e anniversaire de ma construction. J'ai été assez faible pour désirer cela. Croyez-vous vraiment que cela en valait la peine? Andrew, vous êtes fou. Si cela m'apporte la qualité d'homme, cela en vaudra la peine. Sinon, ce sera la fin de nos efforts, et cela aussi en vaut la peine. Alors, Li Xing fit quelque chose qui la surprit elle-même. Tout doucement, elle se mit à pleurer. Ce fut extraordinaire comme cette dernière action frappa l'imagination du monde entier. Tout ce qu'Andrew avait fait auparavant était resté sans effet. Mais il avait fini par accepter la mort pour devenir humain, et le sacrifice était trop grand pour qu'il n'en soit pas tenu compte. La dernière cérémonie avait été prévue tout à fait intentionnellement pour le jour du 200e anniversaire. Le président du monde devait signer la loi, et la cérémonie serait diffusée dans le monde entier. Elle serait même retransmise dans l'état lunaire et dans la colonie martienne. Andrew était dans un fauteuil roulant. Il pouvait marcher, mais avec peine. Sous le regard de l'humanité tout entière, le président du monde déclara « Il y a 150 ans, on vous avait déclaré robot 150naire, Andrew. » Il fit une pause, puis continua d'un ton plus solennel. « Aujourd'hui, nous vous déclarons homme bicentenaire, Monsieur Martin. » Et Andrew, souriant, tendit la main pour serrer celle du président. Les pensées d'Andrew s'évanouissaient petit à petit. Il était allongé. Il essayait désespérément de les retenir. Un homme. Il était un homme. Il voulait que ce soit sa dernière pensée. Il voulait s'en aller, mourir avec cela. Il ouvrit encore une fois les yeux et reconnut Li Xing qui le veillait solennellement. Il y en avait d'autres, mais ce n'étaient que des ombres méconnaissables. Li Xing se détachait seul sur l'obscurité qui gagnait. Lentement, petit à petit, il lui tendit la main et sentit vaguement qu'elle la prenait.
Il ne la voyait presque plus, et ses dernières pensées s'évanouirent. Mais avant qu'il ne la voie plus du tout, il lui vint une pensée fugitive, qui demeura dans son esprit jusqu'à ce que tout s'arrête. « Petite mademoiselle » murmura-t-il trop bas pour qu'on puisse l'entendre.